troisième jour du mois de septembre, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal sur la RTDS que nous débutons tout d'abord avec l'actualité en page nationale, une rencontre d'évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route de la conférence panafricaine sur le développement des enseignants se tient depuis ce mardi à Lomé. Rendez-vous des acteurs de l'éducation, la réunion devra plancher essentiellement sur la question enseignante et l'éducation pour tous à l'ère 2015. Dieudonné Seyonou et Paul Abouti. C'est essentiellement la question enseignante qui se retrouve au cœur de cette rencontre d'experts et acteurs du monde de l'éducation venus du Togo et d'ailleurs. Il s'agit pour les participants à ce rendez-vous d'évaluer la mise en œuvre de la feuille de route de la conférence panafricaine sur le développement des enseignants. L'idée d'avoir cette réunion remonte un peu à 2011, où avait lieu au Togo ici, même à Lomé, la première conférence panafricaine des enseignants. Que c'est dans l'intention de faire l'évaluation des progrès et des avancées qui ont été réalisées par les différents pays que cette réunion se tient. Et je voudrais aussi vous dire que cette réunion se tient à moins d'un an de l'échéance de 2015, où on doit pouvoir faire l'évaluation des avancées de chaque pays concernant l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous. Ceci dit, les enseignants sont aujourd'hui l'un des piliers importants dans l'atteinte des objectifs de l'enseignement de qualité, d'où l'impératif des actions conjuguées sur le sujet prenant en compte le personnel encadreur du système éducatif. Le défi majeur auquel nos systèmes éducatifs africains sont confrontés est intrinsèquement lié à la problématique de la question enseignante. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à reconnaître que les objectifs des réformes du secteur ne pourront être atteints si nos systèmes éducatifs ne disposent pas de personnel enseignant de qualité et en nombre suffisant. Aussi, tous les acteurs du système éducatif sont-ils unanimes à reconnaître que l'enseignant joue un rôle de premier plan dans le processus d'amélioration de la qualité des enseignements et des apprentissages. Les enseignants sont dans les salles de classe et les enseignants doivent être associés aussi aux prises de décision qui affectent leur profession. Dans la conception du document et de notre approche au niveau de l'équipe spéciale sur les enseignants, nous tenons à cette implication des enseignants. Les enseignants aspirent à une meilleure qualité de leur profil pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, chaque fois qu'il y a des réflexions qui se mènent pour comment améliorer ce travail pour plus de résultats, je crois que les enseignants doivent saluer ce processus. Aussi, l'un des objectifs phares de cette rencontre est de parvenir à valider la synthèse des études sur les politiques et pratiques relatives aux enseignants dans la perspective de l'éducation pour tous dans 3 pays africains francophones, à savoir le Burkina Faso, le Sénégal et le Togo. Nous restons toujours en page nationale pour évoquer cette fois-ci le dossier du tabac. La loi numéro 2010-017 du 31 décembre 2010 stipule un avertissement sanitaire aux différents acteurs du secteur. Retenez que la loi est rentrée en vigueur le 1er janvier 2014. Mais cet avertissement sanitaire est-il vraiment respecté? Eh bien, Yolande Lovy est descendue sur le terrain pour en savoir plus. Voici son reportage. La fumée du tabac nuit à la santé de l'enfant. Fumer provoque le cancer du poumon ou encore fumer provoque une mort lente et douloureuse. Voilà quelques-uns des avertissements sanitaires qui doivent désormais figurer sur les paquets de cigarettes vendus sur le territoire national, ceci conformément à la loi numéro 2010-017 du 31 décembre 2010 relative à la production, à la commercialisation, à la consommation des cigarettes et autres produits du tabac. Une loi mise en application depuis le 1er janvier 2014 et dont les dispositions relatives aux avertissements sanitaires ont pris effet depuis hier. Cette loi est une loi moderne qui contient à la fois des dispositions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux publics, les dispositions relatives à l'étiquetage, au conditionnement et à l'emballage du tabac et ses dérivés, la réglementation des points de vente, et puis plusieurs autres dispositions, comme l'interdiction totale de publicité du tabac et ses dérivés. Donc c'est une loi moderne dans la sous-région
Mais maintenant, c'est l'application qui fait défaut. Les firmes ont demandé des reports en ce qui concerne la mise en œuvre des avertissements sanitaires qui ont été repoussés jusqu'au 1er septembre 2014. Depuis hier, les avertissements sanitaires sont censés être sur le marché. Mais force est de constater que malgré les sanctions prévues par la loi, ni les mesures relatives à la publicité, à la consommation, à la vente, ni même celles relatives aux avertissements sanitaires ne semblent pas vouloir être appliquées. Il appartient donc au gouvernement de hausser le ton pour que les choses rentrent dans l'ordre. Nous sommes au regret de constater que malgré ces reports et le délai raisonnable qui a été accordé aux firmes, jusqu'alors, on ne trouve pas totalement les paquets avec les avertissements sanitaires conformes à la loi sur le marché. On retrouve les anciens emballages avec les nouveaux, ou sur certains étalages, on ne trouve même pas de nouveaux paquets avec les emballages conformes à la loi. Donc le défaut de conformité à la loi entraîne une sanction allant de 500 000 à 10 millions de francs CFA, ce qui peut être couplé de la destruction des produits non conformes, du retrait d'agrément et plusieurs autres sanctions qui sont contenues dans la loi. Donc nous pensons que le gouvernement qui a délibérément pris sa loi doit veiller à ce que la loi soit mise en vigueur. Notons que cette loi interdit également de fumer dans les locaux et véhicules à usage collectif tels que les établissements sanitaires, les salles de spectacle, les ascenseurs, les stations d'essence, pour ne citer que cela. Sur le continent africain, à présent, les autorités maliennes et les différents groupes rebelles se réunissent une fois de plus autour de la table de discussion à Alger pour reprendre les négociations qui devraient permettre de définir le statut juridique et politique de l'Azawad. Le plus grand objectif de ces assises est de déboucher sur un accord de paix durable au Mali. Reprise du dialogue intermalien à Alger. Ce lundi, le gouvernement malien et les principaux groupes armés ont retrouvé les tables de négociation en vue d'aboutir à un accord de paix définitif au Mali. À l'heure actuelle, la question essentielle reste le statut politique et juridique du territoire de l'Azawad au Nord Mali. Il semblerait en effet, compte tenu des avancées des débats, que le statut de l'Azawad risque de poser problème. L'Azawad cherche une autodétermination alors que l'État malien ne veut pas en entendre parler et souhaite une unité territoriale entière du Mali. Il va falloir prendre date et que le problème chemine dans les têtes et que progressivement les différents partis, en évitant d'aller à un clash, essaient progressivement de dessiner le contour de ce que pourrait prendre comme forme le statut de l'Azawad. Les populations maliennes attendent beaucoup de la deuxième phase des négociations d'Alger. Pour le journaliste Ibrahim Koulibaly, la communauté internationale pourrait jouer un rôle important pour le retour de la paix au Mali. Difficile de le dire, mais c'est le souhait exprimé par toutes les parties, à commencer par le négociateur, la tête de file des négociateurs, l'Algérie, le Burkina, la CEDEAO. Donc aujourd'hui, la communauté internationale est vraiment décidée à aider le Mali à sortir de cette crise. Donc ils sont tous présents en Algérie. Donc je voudrais quand même que le gouvernement de la République du Mali montre patte blanche pour pouvoir aller rapidement à des accords définitifs. Et maintenant, est-ce que le gouvernement malien et les différents mouvements vont pouvoir s'attendre sur le statut particulier qu'ils demandent? Parce qu'à Bamako, ici, les populations sont très hostiles à quelque statut que ce soit, en tout cas pour la région de l'Azawad. Les discussions devraient se poursuivre ce mercredi. 4 commissions ont été créées pour traiter des questions politiques, des questions sécuritaires et de défense, des questions de justice et de réconciliation et de développement économique. Au Sénégal, le dossier Karim Wade, une fois de plus sur la table. Le procès du fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade a repris depuis hier mardi. Un procès qui pourrait être perturbé par l'état de santé de Bibo Bourgui, le complice présumé de Karim Wade. Reprise du procès Karim Wade ce mardi 2 septembre. Après un mois de bataille de procédure, aucune question de fond n'a été abordée. L'état de santé d'Ibrahim Abou Khalil, dit Bibo Bourgi, le complice présumé du fils de l'ancien président, est au cœur des débats.
Les avocats de la défense ont demandé le renvoi du procès le temps de son rétablissement, mais la Cour s'est prononcée à leur défaveur. La défense dénonce une affaire montée de toutes pièces. Le pouvoir cherche à me condamner afin de m'empêcher de me présenter à la prochaine présidentielle. Ma candidature hante le sommeil de Macky Sall. Je ne répondrai à aucune de vos questions tant que Bibo Bourgi ne sera pas soigné et en état de comparaître. Je ne peux pas me défendre en l'absence de Bibo Bourgi qui revendique 90% du patrimoine qu'on m'attribue. L'avocat de la partie civile s'est clairement opposé à l'évacuation de Bibo Bourgi, estimant que si le complice présumé de Karim Wade était transféré en France, il pourrait s'enfuir et entraver la procédure en cours. Les avocats de Bibo ne parlent jamais de son frère qui a pris la fuite alors qu'il fait l'objet de mandats d'arrêt international. Si Bibo partait, il ferait comme son frère. Je pense que même si Bibo est malade, il n'est pas assez malade pour ne pas pouvoir suivre le procès et subir les interrogations à la barre. Le fils et ancien ministre d'Abdoulaye Wade, Karim Wade, est poursuivi pour enrichissement illicite et de corruption passive. La justice enquête sur un patrimoine évalué à 178 millions d'euros. En Somalie, Abdi Ahmed, le chef suprême des islamistes El-Shebab, serait-il tué par une frappe américaine? Une question difficile à répondre. Mais selon certaines sources, l'homme qui se faisait appeler Godan serait tué dans une offensive lancée dans la nuit du lundi à mardi par les Américains. Le chef suprême des islamistes Shebab a-t-il été tué par une frappe américaine? Ahmed Abdi, qui se fait appeler aussi Godan, se trouvait dans un camp d'entraînement de la base Chabel au sud de Mogadiscio quand les Américains ont lancé leur offensive dans la nuit de lundi à mardi. Selon les autorités somaliennes, le camp a été rasé, mais les États-Unis tentent encore de savoir si leur cible a bien été éliminée. Godan fait partie des 10 terroristes les plus recherchés par Washington. Sa tête était mise à prix 7 millions de dollars. S'il a été tué, c'est un coup significatif contre le réseau des Shebab et leur capacité à continuer leur attaque terroriste, explique l'amiral John Kirby, porte-parole du Pentagone. Outre les frappes américaines, l'armée somalienne et les 22 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie ont infligé de lourdes défaites militaires aux Shebab, qui tiennent toutefois encore de larges zones rurales. Hors du continent africain, après l'assassinat du journaliste américain James Foley le 19 août dernier, l'État islamique frappe encore très fort. Il vient d'exécuter par décapitation un autre journaliste américain, Steven Sotloff, journaliste indépendant, a contribué à plusieurs grands titres américains comme le Time Magazine. Barack Obama, lui, ordonne le déploiement de nouvelles troupes en Irak après cet assassinat. Washington envoie des troupes supplémentaires en Irak après l'assassinat d'un journaliste américain. L'État islamique a diffusé hier une vidéo de la décapitation de Steven Sotloff, originaire de Miami. L'enregistrement a été authentifié par des experts américains et britanniques. Les djihadistes menacent à présent de s'en prendre à un otage britannique qu'ils nomment David Haynes dans leur vidéo intitulée « Deuxième message à l'Amérique ». Steven Sotloff avait 31 ans et avait été enlevé en juillet 2013. Robert Mahoney du comité de protection des journalistes. D'après nos recherches, une vingtaine de journalistes est retenue en otage en Syrie pour la plupart. Nous sommes évidemment très inquiets pour eux parce qu'il semblerait qu'il y ait très peu de chances que l'on puisse les aider. Le président américain Barack Obama a ordonné hier le déploiement de 350 hommes supplémentaires en Irak, notamment pour protéger l'ambassade des États-Unis à Bagdad. Au total, plus de 800 Marines sont sur place. Washington a également prévu d'envoyer une délégation au Moyen-Orient pour construire un front uni contre les djihadistes de l'État islamique. Et Barack Obama, décidément occupé ces derniers temps, il participera au sommet de l'OTAN qui se tiendra demain, jeudi et vendredi prochain au pays de Galles. Mais avant d'y aller, le président américain a foulé le sol estonien pour émettre un message de soutien au peuple de l'Europe de l'Est. Ladies and gentlemen, l'Estonie ne sera jamais seule. Déclaration du président américain à Tallinn à la mi-journée. Barack Obama est arrivé ce matin dans la capitale estonienne où il s'est entretenu avec son homologue Thomas Hendrik Ilves. Un voyage à la veille de la réunion de l'OTAN au pays de Galles pour marquer l'engagement des États-Unis auprès des pays baltes. La présence du président américain à Tallinn, à la frontière de la Russie, est aussi un message à l'intention de Moscou pour dissuader les Russes de toute velléité d'incursion chez leurs voisins baltes.
Au cours de cette conférence de presse, Barack Obama s'est aussi dit écœuré par le meurtre barbare du journaliste américain Stephen Sotloff. Le président américain a dit qu'il faudra du temps pour refouler les djihadistes de l'État islamique. La note sportive de cette édition, ils s'affrontaient en finale de la Coupe du Monde de football le 13 juillet dernier au Brésil. Plus d'un mois après la messe du football mondial, l'Argentine et l'Allemagne se rencontrent, mais cette fois-ci en match amical à Düsseldorf, en Allemagne. Du monde pour la 4e fois en battant les Argentins. 51 jours plus tard, les deux équipes se retrouvent à Düsseldorf pour un match amical aux allures de revanche. Après la retraite internationale de Philippe Lahm, Joachim Löw va nommer un nouveau capitaine, le milieu bavarois Bastian Schweinsteiger. Si vous aviez besoin de quelqu'un au cours des dernières années, Bastian Schweinsteiger était toujours là. Il a toujours répondu présent quand j'ai fait appel à lui. Si Schweini, blessé, va rater ce match, tout comme Khedira, Boateng, Hummels et Özil, Joachim Löw va rappeler l'attaquant de la Fiorentina, Mario Gomez. Autre retour, celui de Marco Reus, qui a raté la Coupe du Monde sur blessure. Des cadres de la Mannschaft comme Manuel Neuer et Thomas Müller seront aussi de la partie contre l'Argentine, dont le sélectionneur n'est plus Alejandro Sabella, mais Gerardo Martino. Il y aura peut-être un vainqueur, peut-être un match nul, mais cela ne changera rien à ce qui s'est passé il y a moins de 2 mois, car une finale de Coupe du Monde, c'est quelque chose d'unique. Pour ses débuts sur le banc de l'Albi Céleste, l'ancien entraîneur du Barça devra se passer de sa pépite, Lionel Messi, forfait officiellement en raison d'une douleur à l'aine. Il garde tout de même le choix pour composer sa ligne offensive avec Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero, André Di Maria ou bien encore Eric Lamela. Un véritable match de revanche. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur RTDS.